Gérard Bras, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder un peu de temps à cet espace, ce site internet mondedaprès.com, qui prend lieu et place du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, prévu au départ le 1er mai à Arras, et qui du coup se décline autrement sous une forme numérique et sous ces petits entretiens, donc 20 minutes, voilà, pour réfléchir ensemble à cette notion qui est le monde d'après. Une notion qui n'est pas que l'après-confinement, mais au contraire qui est tous ces mondes d'après, toutes ces utopies, tous ces changements possibles, tous ces autres univers que l'on peut vouloir, que l'on peut créer ou que l'on peut atteindre. Et pour parler de ce concept, j'avais pensé à toi, notamment autour de ce livre, La fabrique des transclasses, Mhm. puisqu'il s'agit justement, quand on parle de transition, de passage, il s'agit aussi d'essayer d'atteindre un autre monde. Et donc voilà, on va parler de tout ça en une vingtaine de minutes. Mais peut-être avant de concevoir cette idée de monde d'après par rapport à ce concept de transclasse, peut-être revenir sur cette question de transclasse, transfuge de classe. Voilà, peut-être nous définir un peu ce qu'est cette notion qui est très bien décrite dans ce livre co-dirigé par Chantal Jacquet et toi-même. Oui, oui, merci François. Euh, donc effectivement, ce livre est l'objet d'un travail collectif qu'on a impulsé avec Chantal Jacquet, mais la notion de transclasse est une notion qui a été inventée, un néologisme qui a été produit par Chantal Jacquet à l'occasion de la publication de son livre sur les transclasses à proprement dit, où elle essaye de réfléchir avec les concepts de la philosophe qu'elle est, de la philosophe spinoziste qu'elle est, essayer de réfléchir les déterminations qui, d'une part, font qu'un individu est conduit à passer d'une classe sociale à une autre, et d'autre part, la manière avec laquelle cet individu vit ce passage et se vit dans sa nouvelle position sociale. Alors, c'est pas la première à avoir réfléchi à cette question. On pense évidemment à Annie Ernaux, dont l'œuvre est tout entière autour de ce pivot-là, mais c'est une des premières à avoir réfléchi ça avec des concepts philosophiques, et en particulier le concept d'affect qui vient de Spinoza. Le terme transclasse a cet avantage par rapport à ce qu'un sociologue comme Bourdieu pouvait dire quand il parlait de transfuge de classe, lui-même en étant un exemplaire de ces transfuges de classe, c'est que le terme de transfuge a une connotation en français plutôt péjorative. Le transfuge, c'est celui qui passe en fuyant, donc qui s'enfuit de la classe d'origine et qui éventuellement a honte ou non de cette fuite. Mais il y a cette idée de fuite, et donc sous l'idée de fuite, il y a l'idée de trahison. Et la notion de transfuge de classe est une notion qui véhicule avec elle l'idée selon laquelle le transfuge est un traître. Et que s'il a honte de la position dans laquelle il se retrouve au terme de son passage, c'est parce qu'il a trahi. Et donc Chantal a voulu enlever toute dimension de valeur, toute dimension axiologique à ce terme de passage de classe. L'anglais dit class passing, je crois, qui est cette idée de passing simplement, qu'on n'avait pas en français. Et le mérite de ce mot. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un phénomène moderne, le transclassisme. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment, finalement, même si c'est en filigrane, en particulier de l'exposé que j'ai fait dans ce livre collectif concernant Michelet. Michelet, oui. Je m'aperçois que ce n'est pas un hasard si j'ai parlé de Michelet, parce que Michelet est un transclasse, c'était la raison pour laquelle je connais un peu Michelet. Et puis finalement, je m'aperçois à la réflexion que Michelet est à l'orée de cette seconde modernité,
Il naît en 1798, 2 ans avant le 19e siècle. Ses parents participent plus ou moins, son père est imprimeur, participe plus ou moins de la Révolution. Imprimeur, ça veut dire aussi diffuseur de journaux. Et la Révolution, c'est le moment où les journaux vont se répandre. Et il devient, lui, fils de petit imprimeur ayant fait faillite à cause de Napoléon. Il devient professeur au Collège de France, grand historien du roman national français. Et il réfléchit sur ce passage de l'état de peuple à celui de privilégié, en disant cette belle formule, le tout n'est pas de monter, mais de rester soi, donc de ne pas se trahir. Et c'est comme si Michelet était en quelque sorte une incarnation de l'une des promesses de la Révolution. Tout citoyen est égal à tout autre, et les distinctions sociales, Macron a eu le toupet de citer à nouveau cet article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 89, toutes les distinctions sociales ne doivent être fondées que sur l'utilité. Toutes les distinctions ne doivent être fondées que sur l'utilité sociale, et non pas, sous-entendu, sur le privilège dû à la naissance ou sur le privilège dû à quelque appartenance que ce soit. Et donc, la République qui naît à ce moment-là, c'est une promesse pour tout citoyen de pouvoir changer de milieu social. On n'est pas assigné à son milieu social ad vitam aeternam. Et la position sociale qu'on a à la naissance ne vous emprisonne pas dans un interdit de droit ou ne vous donne pas le privilège de pouvoir exercer des commandements. Ça, c'est la promesse formelle de la République. Donc, cette notion de transclasse est une notion qui est assez profondément moderne de ce point de vue. Alors, tu as cité Annie Ernaux. Il y avait, il y a quelques années maintenant, un magnifique colloque sur la création d'Annie Ernaux, les livres d'Annie Ernaux et l'univers d'Annie Ernaux. Et donc, avant tout sur sa littérature, sur ses mots, sur ses phrases, mais aussi sur sa position sociale. Et le colloque s'appelait Annie Ernaux, une œuvre de l'entre-deux. Et que finalement, Annie Ernaux n'a jamais été, même si effectivement, on comprend bien pourquoi tu appliques ce concept de transclasse à Annie Ernaux, parce que c'est effectivement l'une des figures qui vient tout de suite quand on y pense. Maintenant, on peut parler d'Édouard Louis, on peut parler de différentes personnes comme ça, Didier Ribon, etc. Mais finalement, dans ce colloque, elle était vraiment indiquée comme étant une personne qui restait dans cet entre-deux, dans ces limbes finalement. Voilà. Et donc la question, du coup, c'est un autre monde, un monde d'après est-il possible? Puisque finalement, quand tu citais l'article qui introduit ce livre, La fabrique des transclasses, sur Michelet, justement, il le dit ça aussi. Enfin, tu le dis en tout cas. Tu le dis avec lui. Tu le dis, c'est de parler du peuple en ayant franchi certaines étapes, en ayant changé de classe sociale, et pourtant en restant profondément issu de l'endroit d'origine. Je suis resté peuple, dit-il. Je suis resté. Dans un énoncé, dans une formulation qui est maintenant assez désuète. Être peuple, rester peuple, enfin, utiliser peuple comme adjectif et non pas comme substantif, c'est un usage qui était courant au XVIIe siècle, XVIIIe siècle encore, et ça voulait dire être peuple, ça voulait dire être vulgaire. On trouve ça chez La Bruyère, par exemple. Même des grands certains grands sont plus peuple que le peuple même. Donc, et c'est un des sens du mot peuple, d'ailleurs, le vulgus en latin, ça peut se traduire par peuple. Donc, être peuple, le tout est de rester soi, et j'ai essayé de lui faire dire, le tout est de rester peuple. Et j'aime bien ce que Michelet, la manière avec laquelle Michelet oppose ceux qui restent soi, ceux qui en montant restent peuple, et ce qu'il appelle les bâtards. Les bâtards, c'est ceux qui refusent de parler de leur origine, ceux qui ont honte
de leur origine et qui jouent les bourgeois alors qu'ils ne sont pas nés bourgeois et qui veulent faire comme s'ils étaient nés bourgeois. C'est-à-dire qui se dénient dans leur mouvement de passage. Alors, donc, du coup, j'ai essayé de faire dire à Michelet ce qu'il ne dit pas, mais j'ai essayé de lui faire dire que le transclasse, c'est celui qui était dans l'entre-deux, qui participait des deux, par opposition au bâtard, qui se croit être tout entier un bourgeois, alors, et donc qui est dans le refoulement ou dans l'oubli de ses origines. Et cette question de l'entre-deux, de ce que Scott Fitzgerald appelle la fêlure, ça me paraît quelque chose de crucial. On a tous une fêlure en nous-mêmes, et la dénégation de la fêlure, c'est l'impossibilité de penser ou l'impossibilité d'avoir une conduite éthique, quelle qu'elle soit. Alors, si on essaye, comme tu m'y invites, mes réponses qui font des détours ont l'air de résister à ton invitation, donc je fais. Ouais, mais tu viens quand même. Tu viens quand même. Si on essaye de transposer ça à une question plus générale, qui est au fond la question de l'histoire, mais qui sera la question du concept de révolution aussi, c'est-à-dire que du passé, faisons table rase, et on recommence tout à neuf. Là, je crois qu'on a une illusion majeure. Évidemment, il n'y a pas possibilité de faire table rase du passé. Il y a à interroger le passé. Enfin, on pourrait penser à ce que raconte Walter Benjamin dans ses thèses sur l'histoire, à la manière avec laquelle il lit le tableau de Paul Klee en montrant l'ange qui regarde vers le passé et qui reçoit dans ses ailes le souffle, qu'il appelle le souffle du progrès, qui le pousse vers le futur. Il a ce regard effrayé et qui suggère, par cette analyse de l'image de Paul Klee, qui suggère qu'on ne peut pas avancer sans interroger ce qui a été fait au passé. Non pas que le passé produise le futur, non pas que le passé produise le présent. Ça, je crois que c'est une manière de faire de l'histoire, c'est une philosophie de l'histoire qui dit que le temps va vers le mieux, que le temps est un progrès et qu'on avance triomphalement vers, je sais pas, l'advenue de la liberté, l'advenue de l'esprit, tout ce qu'on veut. Bon, c'est fini, quoi. C'est une foi religieuse qui me semble passablement dépassée. Mais le présent permet d'interroger le passé pour pouvoir essayer de construire quelque chose qui est quelque chose d'inédit, mais qui n'est pas donné, qui n'est pas en germe dans le présent. C'est un rapport assez compliqué. C'est pour ça alors, il y a pas mal d'illusions, évidemment, qui se disent autour de ce monde d'après, du thème du monde d'après, comme si la catastrophe où la crise devait engendrer nécessairement, alors, il y a deux versions, du pire ou du mieux. Mais il y a la version utopie noire et utopie rose, quoi. Mais le monde d'après, il est le résultat, non pas d'un automatisme, mais il est le résultat des réflexions qu'on sera capable de faire sur ce qui a été avant et sur la manière avec laquelle on comprend ce qui nous a conduit jusque-là. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, tout à fait. Je comprends tout à fait en tout cas, moi, je comprends ce que tu veux dire et je l'entends. Et néanmoins, enfin voilà, on voit très bien. Alors, tu parlais de fêlure, mais peut-être la faille dans les mots. Monde d'après, jour d'après, tout ce qu'on finalement on espère, tout ce dont on rêve. Mais il y a l'absolu quotidien qui revient, il y a voilà des logiques qui étaient peut-être là présentes avant qu'on découvre ou qu'on redécouvre à cette occasion. Et dans l'absolu fêlure, puisque tu as utilisé le mot, il y a la question de la langue. Et dans la fabrique des transclasses, le dernier essai est justement sur cette question de la langue.
parce que finalement, et on voit ça pas mal aussi dans les pièces de théâtre, les opéras bouffes, etc. Dans la personne qui devient quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, parce qu'il y a eu un changement de classe, voilà, quelqu'un qui a essayé de se fabriquer ailleurs. Je pense aussi par exemple à Aimé Césaire pour la poésie. Il y a finalement la trahison de la langue, la trahison de ce qu'on a en soi et qui sort par la bouche. Et voilà. Et donc Annie Ernaux, quelque part, voilà, ça c'est aussi intéressant puisqu'elle met des mots dans ses textes, des mots populaires, voilà, et elle les anoblit en passant par la littérature. Voilà, je voulais finir cet entretien sur cette question de la langue, justement. Oui, 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 tu fais allusion à ce très très beau texte de Subhatra Dhanasekaran qui, elle, est à cheval sur deux cultures, deux langues et deux classes sociales, qui donc tient une position d'équilibre, déséquilibre, qui est absolument majeure et qui fait qu'elle donne un texte magnifique. Sans faire de tort à mes petits camarades, je trouve que c'est le plus beau texte du livre. J'invite vraiment à lire ce texte irremplaçable. Travaillant sur le bilinguisme et l'impossibilité finalement d'avoir une langue, on dit naturelle, ça n'existe pas la langue naturelle. Et le bilinguisme, et chez elle presque le trilinguisme entre le tamil, l'anglais et le français, fait apparaître ça, que la langue naturelle n'existe pas. Elle s'appuie sur les travaux de Derrida en partie pour dire ça. Et, on peut avoir l'illusion d'une langue naturelle, mais c'est une illusion qui, évidemment, empêche de voir la relativité des choses et empêche de prendre du recul vis-à-vis de la position qu'on a, et donc, du coup, de se penser soi-même comme étant la seule solution possible. Alors, quelles conséquences, quelle idée en tirer? Je sais pas comment faire usage par rapport à cette question, mais il est évident que ce qu'on a à inventer à la fois sur la dimension politique, sur la politique écologique, sur la politique sociale, ça passe obligatoirement par la reprise d'expériences autres que celles auxquelles on a été habitué, que celles auxquelles on a été confronté. Sortir de toutes les manières possibles de nos habitudes et sortir des cadres de pensée qui se sont consolidés en nous. Je crois que le pire ennemi qui nous attend, c'est évidemment, on recommence demain comme si de rien n'était. Il faut faire redémarrer l'économie, dit l'autre, redémarrer, quoi, dire qu'il n'y a rien à changer, il n'y a rien à réformer, mais il faut que ça redémarre. Il est évident que la confrontation, ce qu'on subit, engage à reprendre les questions à la base. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de cette expérience? Merci Gérard de ce temps passé sur ce concept de transclasse et cette question du monde d'après. Donc j'invite vraiment à lire La Fabrique des transclasses pour réfléchir davantage sur cette notion. Et puis on va continuer ces discussions dans d'autres endroits et peut-être l'année prochaine au Salon du Livre. Merci. Pourquoi pas? Merci François, merci de cette invitation.